Le statut des sapeurs-pompiers professionnels en France, on en parle peu, et pourtant c'est l'un des piliers de notre sécurité, mais aussi un vrai casse-tête juridique. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce cadre super complexe qui est obligé d'évoluer sans cesse pour faire face à des défis de plus en plus grands. Il faut bien se le dire, ils sont au cœur de notre sécurité civile. Et face à des risques qui ne cessent de grandir, leur engagement de tous les jours, il impose un cadre juridique qui doit être à la fois hyper solide et super précis. L'enjeu au fond, il est simple. Comment bien protéger celles et ceux qui nous protègent? Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir pourquoi ce statut est si particulier. Ensuite, comment on devient sapeur-pompier professionnel et comment on évolue. On parlera de l'équilibre très spécial entre leurs droits et leurs devoirs. Puis, on attaquera le gros morceau, le sujet sensible du temps de travail. Et enfin, on verra comment cette profession s'adapte pour l'avenir. C'est parti. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. La question qu'on peut se poser, c'est « Mais pourquoi ce statut est-il un tel millefeuille juridique? Pourquoi est-ce qu'il ne cesse de se complexifier ?» Eh bien, la réponse, elle est juste là. Ce n'est pas pour le plaisir de la complexité. C'est tout simplement pour répondre à des défis bien réels. Les crises climatiques, les nouvelles menaces, les contraintes budgétaires, chaque nouvelle pression oblige le cadre légal à s'ajuster, à se moderniser, pour que notre modèle de sécurité civile reste efficace. D'accord, mais alors comment devient-on sapeur-pompier professionnel? Pour intégrer ce corps et y faire carrière, vous allez voir, le parcours est vraiment très structuré. En fait, il n'y a pas qu'une seule porte d'entrée. La plus connue, bien sûr, c'est le concours, qui reste la voie principale et qui est très sélective. Mais il y a aussi une voie pour les sapeurs-pompiers volontaires qui ont déjà de l'expérience, c'est une belle façon de reconnaître leur engagement. Et puis il y a d'autres parcours, comme le détachement pour les fonctionnaires ou des voies réservées aux militaires. Bref, un système très réglementé. Une fois qu'on est recruté, le chemin est tout aussi balisé. La carrière, c'est une succession de grades, de formations, et tout ça, c'est encadré par ce qu'on appelle un cadre d'emploi. C'est un peu le plan de carrière de l'agent, si vous voulez. Ça définit sa progression possible et ça garantit qu'il va monter en compétences tout au long de sa vie pro. Là, on touche vraiment au cœur du réacteur, à ce qui rend ce métier si unique. C'est l'équilibre entre des droits et des devoirs qui sont complètement hors normes par rapport aux autres fonctionnaires. Un équilibre, vous allez le voir, qui est particulièrement délicat. Prenons un exemple qui illustre ça parfaitement, le fameux droit de retrait. En situation non opérationnelle, disons à la caserne, un pompier peut l'utiliser comme n'importe quel autre agent s'il y a un danger grave. Par contre, en intervention, en mission de secours, là, c'est non. Il ne peut pas être invoqué pour garantir la continuité des secours. La seule, unique nuance, c'est en cas de danger absolu et immédiat, comme un effondrement imminent ou une agression. Là, bien sûr, il peut se mettre en sécurité, mais toujours en respectant les règles. On arrive maintenant au point chaud, le sujet qui a fait couler le plus d'encre et qui est juridiquement le plus complexe, le temps de travail. C'est un véritable casse-tête où s'affrontent les besoins du terrain et les normes légales, notamment européennes. Mais alors, pourquoi est-ce que ça crée autant de débats et de recours en justice? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut essayer de concilier deux choses qui semblent totalement opposées. D'un côté, la nécessité d'avoir des pompiers prêts à intervenir 24 heures sur 24, et de l'autre, le droit fondamental de ces mêmes agents à la protection de leur santé et à leur sécurité. Le cadre général, il est posé par l'Europe. La directive de 2003 est très claire là-dessus. Elle fixe des limites au temps de travail par semaine, elle impose des temps de repos minimum, bref, elle protège la santé de tous les travailleurs. Et ces principes, ils s'appliquent aussi aux sapeurs-pompiers. Pour gérer les gardes de 24 heures, qui sont typiques du métier, la France avait mis en place dès 2001 un système basé sur une durée annuelle de travail. L'idée, c'était de lisser les pics d'activité sur l'année. Le problème, c'est que cette logique de temps de présence sur site est entrée en collision avec la vision européenne, qui, elle, se concentre sur des cycles de travail et de repos beaucoup plus courts et plus stricts. Alors concrètement, qu'est-ce que les juges ont trouvé non conforme? Ce sont des applications pratiques qui ont été sanctionnées. Par exemple, le fait que la totalité d'une garde de 24 heures n'était pas toujours comptée comme du temps de travail effectif. Ou alors, des plannings qui, dans les faits, ne garantissaient pas les repos obligatoires entre deux gardes. Ou encore, des calculs qui faisaient qu'on dépassait automatiquement le plafond européen de 48 heures par semaine. Et là, attention, c'est le point absolument crucial à retenir. Le principe même d'organiser le temps de travail sur une base longue, comme l'année, n'a jamais été déclaré illégal en soi. Ce sont les manières de le mettre en œuvre, ces modalités pratiques, qui ont été sanctionnées. C'est une nuance fondamentale parce que ça explique pourquoi le système a dû être profondément adapté, mais pas totalement abandonné. Tout ça nous amène donc logiquement à notre dernière partie, et la profession de sapeur-pompier est dans une sorte d'adaptation permanente pour essayer de répondre aux exigences d'aujourd'hui et surtout de se préparer à celles de demain.
Franchement, ces dernières années, le statut a énormément bougé. Que ce soit sur la protection sociale, l'organisation des concours et bien sûr le temps de travail. Il y a eu plein de réformes pour moderniser le cadre, pour l'ajuster aux réalités du terrain, tout en respectant mieux les droits des agents. C'est ça, au fond, l'enjeu de cette dynamique d'adaptation. C'est de réussir à trouver le juste équilibre entre un cadre légal solide, qui sécurise les missions des services départementaux d'incendie et de secours, les SDI, et en même temps de prendre en compte les besoins humains de celles et ceux qui sont sur le terrain tous les jours. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Face aux crises, qu'elles soient climatiques ou sécuritaires, et qui s'annoncent de plus en plus intenses, est-ce que ce statut, si complexe mais si essentiel, aura toujours la souplesse nécessaire pour continuer à évoluer et à garantir notre protection à tous? La question, elle, reste entière.